Mon titre, je pense, s'éclairera dans la suite. Et je voulais simplement commencer par une sorte de constellation philosophique partielle où vient s'inscrire l'œuvre de Fernando. Et je commencerai par une citation de Lotman et une citation de Grothendieck. Attendez, parce que là, j'ai un problème. OK. Les mathématiques, et surtout les mathématiques modernes, algèbre, théorie des groupes, topologie, nous ont paru raconter, mêlées aux constructions auxquelles s'intéresse le mathématicien, une autre histoire, plus cachée, et faite pour le philosophe. Une action dialectique se joue constamment à l'arrière-plan. Et une citation de Grothendieck, c'est dire que s'il y a une chose en mathématiques qui depuis toujours sans doute me fascine plus que tout autre, ce n'est ni le nombre, ni la grandeur, mais toujours la forme. Et parmi les 1001 visages que choisit la forme pour se révéler à nous, celui qui m'a fasciné plus que tout autre et continue à me fasciner, c'est la structure cachée dans les choses mathématiques. C'est l'aspect caché que je trouve intéressant dans la relation des deux textes. Le texte suivant, voilà, c'est Bachelard. La science crée en effet de la philosophie. On est en plein dans le thème zalaméen. Le philosophe doit donc infléchir son langage pour traduire la pensée contemporaine dans sa souplesse et sa mobilité. Il doit aussi respecter cette étrange ambiguïté qui veut que toute pensée scientifique s'interprète à la fois dans le langage réaliste et dans le langage rationaliste. Peut-être alors devrait-on prendre comme une première leçon à méditer, comme un fait à expliquer, cette impureté métaphysique entraînée par le double sens de la preuve scientifique qui s'affirme dans l'expérience aussi bien que dans le raisonnement, à la fois dans un contact avec la réalité et dans une référence à la raison. Si elle expérimente, il faut raisonner. Si elle raisonne, il faut expérimenter. C'est à une véritable synthèse des contradictions métaphysiques qu'est occupée la science contemporaine. Nous essaierons donc de montrer ce que nous appellerons la réalisation du rationnel, ou plus généralement la réalisation du mathématique. Dans les mathématiques même, la réalité se manifeste en sa fonction essentielle, faire penser. Je reviens dans la discussion par rapport à ce que François soulevait sur le statut de la philosophie pour Fernando, parce qu'il y a un lien évident. L'utilisation de Fernando, l'un des objectifs premiers qu'il faut appeler philosophie synthétique, consiste à prendre en compte ce réseau d'ombres et de frontières oubliées par les courants normaux de la philosophie analytique. La plus importante des ombres de l'histoire de la philosophie, exclue avec un orgueil douteux de la philosophie analytique, est sans doute la métaphysique. Et une phrase de Badiou, la démonstration mathématique constitue le chemin d'un voir. Bien. Alors, je dirais sans embâge et d'élabore que l'œuvre de Fernando est d'une profondeur inégalée. Mais ce n'est pas le seul point à devoir souligner. Cette œuvre est fondamentalement en mouvement bachelardien d'une raison surrationnelle ou co-raison, à la fois l'enjeu du mobile et mobilité inépuisable de ses enjeux propres. C'est enfin une écriture de séduction par le concept. Alors, dans la discussion, je peux revenir sur ce que j'entends par séduction par le concept. Séduction pouvant être une qualité, mais généralement condamnée par certains auteurs, certains philosophes. Mais j'y reviendrai parce que c'est le lien avec Gilles Châtelet en l'occurrence. Lorsqu'en 2012, je découvris, sous sa forme encore sur épreuve, sa Synthetic Philosophy of Contemporary Mathematics, mon sentiment fut immédiat. Dès le premier contact avec cet ouvrage, il était pour moi extrêmement clair que quelque chose s'y jouait de fondamental pour la pensée et que cela ne pouvait en aucun cas rester lettre morte en notre langue. Et ce, à cause du style de son auteur et de l'ampleur de sa culture, une culture qui devait tout simplement bouleverser les frontières habituelles des savoirs, tout en distinguant entre mathématiques modernes et mathématiques contemporaines, tout en défendant, contre leur origine commune et leur long cheminement solidaire, la frontière maintenue entre mathématiques et philosophie, pensée philosophique et pensée mathématique. Alors on pourrait parler de style et de profondeur de vue d'une pure alchimie fondatrice.
Je passe au premier point, l'étude lothmanienne comme prototype. Voici le plan de l'exposé. Alors, je ne connaissais encore en 2012 Fernando que de nom. Je ne l'avais rencontré qu'en 2006 à travers la lecture d'une étude qui préfaçait la réédition française des écrits d'Albert Lothman. C'est l'édition, la réédition Chevrin des œuvres de Lothman sous le titre « Les mathématiques, les idées et le réel physique ». Cette publication était étroitement liée à une action dans laquelle j'avais été directement impliqué, en possession, dès sa sortie de la première édition de l'essai sur l'unité des mathématiques et divers écrits, qui avait été publié en 1977 par l'Union générale d'édition 10-18, où il y avait les préfaces de Costa de Beauregard, de Dieudonné, de Maurice Loy, de séminaires de philosophie et de mathématiques de l'École normale supérieure. Je m'étais, comme d'autres, tout bonnement scandalisé de ce qu'aucune réédition n'avait pu voir le jour après 1978, date de rupture de stock. Alors, depuis le milieu des années 90, j'étais en relation avec Jacques Lothman, fils d'Albert Lothman, que je connaissais au titre de directeur adjoint lettres de l'École normale. Au tout début des années 2000, je lui ai proposé de tenter de récupérer les droits de son père auprès de l'éditeur et de s'engager dans une réédition de ce chef-d'œuvre de l'École philosophique française des sciences. J'avais également proposé à Jacques Lothman de rédiger une présentation actualisée de l'ouvrage intitulé Albert Lothman et le souci brisé du mouvement. Après lecture, Jacques Lothman m'opposa dans une lettre une très nette fin de non-recevoir, me reprochant de manière assez brutale mon style philosophique, insupportablement abstrait, pour ne pas dire abscon, qui ne pouvait que faire affront à la mémoire de son père. Alors je sous-entends aussi que dans ce rejet par Jacques Lothman, je pense qu'il n'apprécie pas énormément mon insistance sur le traitement de Heidegger dans l'œuvre de Lothman. Mais je pourrais revenir là-dessus. Pour moi, ce n'était là qu'une énième passe d'armes des plus classiques en France entre sociologues et philosophes de profession sur le modèle du débat Bourdieu-Derrida. Mais ce fut en réalité une véritable aubaine pour la suite des événements qui allait introduire en France une signature encore inconnue, celle de Fernando Zalamea. Il faut bien avouer que le caractère très hexagonal, pour ne pas dire chauvin, des études philosophiques françaises donnait un côté exotique à son travail et à sa personne, lui qui vivait bien loin, à Bogota, cette ville qui en 2000 précisément n'était pour moi encore qu'une escale conduisant à Medellín, où je me suis rendu en 2000. Cet exotisme alors attaché à la personne de Fernando était d'autant plus fort que les éditions Vrin et Jacques Lothman lui-même s'étaient tout bonnement contentés d'une notule indiquant qu'il était rattaché au département de mathématiques de l'Université nationale de Colombie, mathématicien, traducteur de l'œuvre d'Albert Lothman en espagnol, ayant reçu le prix Jovalén Llanos 2004 pour son livre Adriana et Pénélope, et que, en dehors de cette note, rien qui pût vraiment intéresser le lecteur français à cet auteur pourtant fort singulier et jusque-là assez cryptique. Alors, je ne cache pas que le 16 novembre 2006, découvrant ce nom inconnu lors de la séance de présentation du volume qui était organisée chez Vrin, ma première réaction ne fut pas des plus positives. Lothman était allé chercher aux Amériques un préfacier qu'on ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam. Pour moi, tout cela relevait d'un véritable mystère. Son étude était intitulée Albert Lothman et la dialectique créatrice des mathématiques modernes. Apparemment, il n'y avait rien de très surprenant dans ce texte et les sous-titres en pouvaient témoigner. Mathématiques effectives, structure limitée, mixte, notions et idées, platonisme. Il s'agissait bien là de notions strictement lothmaniennes et proprement littérales. Mais un dernier intitulé ne pouvait qu'attirer l'attention. Théorie des catégories, ce qui n'était pas inclus dans le corpus original. Cette insistance de Zalamea sur une connexion entre l'œuvre lothmanienne et la théorie mathématique des catégories représentait bel et bien une nouveauté des plus inédites. Voilà ce que déclare Fernando. Il est remarquable que les conceptions de Lothman puissent se préciser d'une façon pleine, c'est-à-dire théorématique, avec leur correspondance cortège de précision, grâce à des concepts fondamentaux de la théorie des catégories. Lothman décrit souvent le fond conceptuel implicite dans certaines techniques de la théorie des catégories,
Le langage lottmanien, avec ses idiosyncratiques notions, idées et hiérarchies dialectiques, acquiert un support technique bien délimité dans la théorie des catégories. Les notions peuvent être précisées grâce aux constructions catégoriciennes universelles, diagrammes, limites, objets libres. Les idées grâce à l'élévation de classes d'objets libres en paires de foncteurs adjoints. Les hiérarchies dialectiques grâce aux échelles de niveau dans les transformations naturelles. Mais cette nouveauté ne s'arrêtait pas là. Elle était lisible dans le cœur même du texte commentaire, dans le chapitre Mathématiques effectives. Fernando indiquait déjà une distinction fondamentale qu'il ne devait développer que 3 ans plus tard, en 2009, dans sa philosophie synthétique de la mathématique contemporaine. Lottmann détecte quelques traits spécifiques des mathématiques avancées qui ne se donnent pas à voir dans les mathématiques élémentaires. Une note, puisque l'énorme majorité des exemples mathématiques étudiés par la philosophie analytique se réduit à des cas triviaux, arithmétiques ou ensemblistes, de façon frappante chez Wittgenstein, il est donc obligé de douter que cette approche orientée vers les éléments puisse construire une image fidèle de l'activité mathématique. Mais Lottmann fait plus encore. Tout au fond de son œuvre, lorsqu'il contemple le spectre dynamique de la technique mathématique, Lottmann découvre quelques déplacements tectoniques dans les mathématiques nouvelles qui vont les secouer jusqu'à la fin du XXe siècle, voire les géométries combinatoires de Silber, voire les reverse mathematics de Friedman et Simpson, voire les théorèmes de représentation dans la théorie des allégories de Freid. La réciprocité agile de Lottmann permet ainsi de défricher quelques grands courants des mathématiques de son époque qui, encore aujourd'hui, ont beaucoup à nous apprendre. Alors, il faudra encore ajouter les thématisations lottmanniennes opérées par Fernando avec sa perception synthétique, l'intégrale derrière le différentiel, une mathématique contaminée, un va-et-vient réflecteur, des mixes et un contraste pendulaire. Ce sont là les ébauches de thèmes qui irradieront bientôt le cœur de sa philosophie synthétique des mathématiques contemporaines, qui, par récurrence discursive, ne verrait qu'il s'agit du dispositif très épuré et comme en germe, sous une forme réduite et condensée, du futur volume. Mais le lecteur français de ces études ne pouvait aucunement se douter qu'il avait affaire au premier maillon d'une œuvre gigantesque et gigantomachique. Je passe au point B, la philosophie synthétique de la mathématique contemporaine comme maillon intermédiaire. On sait que l'objet d'analyse de la philosophie synthétique concerne les développements advenus au sein du corpus mathématique de la seconde moitié du XXe siècle. Fernando Zalamea nous plonge directement dans une partie du tissu vivant de cette branche fondamentale de la pensée scientifique, les mathématiques, où sont entrevus les problèmes exigeant très fortement une approche philosophique nouvelle. En 2012, j'ai décidé spontanément de traduire ce volume en français sans prendre de précautions particulières quant à un réel débouché pour sa publication. Il faudra, en réalité, attendre 6 longues années pour résoudre le problème. Ce problème était induit tant par de fortes résistances de certains collègues impliqués dans le champ et responsables de direction d'édition, en particulier des rejets à l'égard de la position de Fernando face au courant analytique, que par le peu d'intérêt réel de la plupart des éditeurs français pour la question, en réalité tous éditeurs parisiens. Dès l'ouverture de ma collection Pensée des sciences chez Hermann, qui, fidèle à la tradition éditoriale d'Albert Lottmann et de Jean Cavaillès, fut le seul éditeur à m'accueillir en vue de perpétuer cette même tradition, je décidai tout naturellement d'en faire l'ouvrage fétiche, inaugural, orientant mon point de vue philosophique. Nombre des idées exprimées, défendues et développées en philosophie par Fernando étaient profondément affines à celles que je développais parallèlement de mon côté, dans une sorte de confraternité et de co-rationalité théorique des idées. En un sens, c'était un peu comme si ce qui était développé d'un côté pouvait aider à mieux s'orienter de l'autre, ce qui, à son tour, fournissait une plateforme théorique indispensable au renforcement du premier. De mon point de vue, la philosophie synthétique délimitait le spectre et la spécificité des mathématiques modernes et contemporaines, qui pour celle-ci, et pour le formuler à la Bachelard, n'avaient toujours pas trouvé la philosophie qu'elle méritait. La mathématique contemporaine, qui s'étend de 1950 à nos jours, y était définie dans son ensemble comme mathématiques avancées ou mathématiques créatives.
caractérisée par des changements épocaux, dont certains étaient très minutieusement analysés à partir des contributions fondamentales d'Alexandre Grothendieck. À ce stade, ces transformations attendaient encore d'être adéquatement comprises, car réclamant une approche qualitativement différente, tant sur le versant ontologique que sur le versant plus strictement mathématique, épistémologique, pardon. Les termes proposés de philosophie synthétique, déjà présents dans l'étude sur Lotman, ou d'épistémologie transitoire, devaient répondre à cette exigence de fond. C'est entre autres à la lumière de ces instruments déjà avancés pour partie par Lotman que procèdent ces opus situés aux avant-postes des mathématiques, dans le seul but de donner sens à ces formes de grande créativité. La relecture de l'œuvre de Peirce, combinée à celle de Gilles Châtelet, aura permis à Fernando d'entrer dans ce qu'il définit comme la révolution einsteinienne opérée par Grothendieck dans le cadre d'une mathématique des plus contemporaines. Alors, attendez. Voilà. Des grandes orientations générales à ces concrétisations techniques les plus particulières, l'œuvre de Grothendieck livre un paradigme fondamental que nous aimerions appeler pratique d'une mathématique relative. Les stratégies de Grothendieck peuvent en effet être comprises au sens conceptuel comme proches des modulations relativistes qu'Einstein a introduites en physique. De manière technique, Einstein, comme Grothendieck, manipule le cadre de l'observateur et la dynamique partielle de l'agent dans le processus de connaissance. Grothendieck produit en mathématiques non seulement un tournant copernicien, mais également un tournant einsteinien. Nous avons affaire à une vision qui se ramifie à travers toutes les mathématiques de l'époque et qui est aussi capable de donner lieu à un fort tournant einsteinien en philosophie des mathématiques. Une fois assumé le mouvement des observateurs, l'intérêt de la théorie de la relativité d'Einstein consiste à trouver des invariants appropriés qui ne soient ni euclidiens ni galiléens derrière le mouvement. De la même manière, une fois assumé le transit des objets mathématiques, l'intérêt de la mathématique relative de Grothendieck consiste à trouver des invariants appropriés, ni élémentaires ni classiques, derrière le transit. Alors, à la lumière des contributions de Grothendieck, Fernando déplora finalement ce dispositif de manière unique et magistrale 10 ans plus tard dans Grothendieck, una guía a la obra matemática y filosófica, qui a été publié à Bogota en 2019. Cet ouvrage de 631 pages constitue la plus monumentale biographie intellectuelle et mathématique jamais écrite à ce jour sur Grothendieck. Il convient d'y ajouter l'ouvrage collectif Grothendieck, Visiones sobre la multiplicitat de su obra, paru en 2017. Il s'agissait de dégager le spectre de développement ultérieur à l'œuvre grothendickienne, élaborée par d'autres mathématiciens qui contribuèrent à enrichir le champ. C'est le moment de la délimitation proprement philosophique de 3 spectres complémentaires, celui d'une mathématique éidale, d'une mathématique quiétale et d'une mathématique archéale. Dans leur ensemble, ces travaux sont considérés par Fernando comme étant stratégiques, car ils redimensionnent très nettement l'idée déjà présente chez Riemann que les mathématiques peuvent être décrites comme le langage universel des sciences, je cite, comme une espèce de machinerie structurale pour les sciences. Je cite la philosophie synthétique, page 147, édition française. C'est ce qu'avait déjà magistralement compris au niveau épistémologique Gaston Bachelard dans les années 30. Ces mathématiques doivent aujourd'hui être considérées comme de l'ordre de la pensée pure, porteuse d'une vision nouvelle et d'un nouvel esprit scientifique. Zalamea a considéré ici comme opportune la nécessité d'une géométrisation de l'épistémologie qui aiderait à aller au-delà de la logicisation de l'épistémologie mise en avant durant tout le XXe siècle. L'influence de la philosophie analytique basée sur la logique classique du premier ordre devrait être contrebalancée par une philosophie synthétique plus proche de l'émergente logique des faisceaux. C'est page 223 de la philosophie synthétique. Le tissage mathématique serré entre le réel et l'idéal ne peut être réduit à une seule de ces polarités et mérite par conséquent d'être observé à travers la conjonction de points de vue philosophiques complémentaires.
Nous pensons que toute réduction ou toute prise de parti préemptive empêche tout simplement la contemplation des spécificités du transit mathématique. Nous voulons montrer que l'une des motivations essentielles et fondamentales de ce travail est le désir d'élaborer, de manière à réfléchir sur les mathématiques, une sorte de faisceau qui nous permettrait de réintégrer et de recoller certains points de la vie de vue philosophique complémentaire. C'est ce que Fernando définit comme une géométrie complexe qui conduit à un changement de paradigme tant en mathématiques qu'en logique, qui doit absolument devenir l'objet d'une réflexion philosophique adéquate, mais jusque-là jamais vérifiée. C'est ce tournant qu'il invoque pour construire des correspondances polyvalentes entre philosophie et mathématiques, ou plutôt entre philosophie et mathématiques au pluriel. Page 79. Cette philosophie synthétique aura révélé Fernando Zalamea comme la figure paradigmatique du mathématicien philosophe, de cet intellectuel tout à la fois magistralement scientifique et philosophique, qui suit un impératif, je cite, autant de mathématiques que de philosophie. Page 78. Je passe au dernier point, RTHK ou l'opus magnum. Or, voilà que Fernando nous réserve une toute nouvelle surprise qui, à nouveau, chamboule notre confort intellectuel confiné au repos, encore un geste bachelardien. La synthétique philosophie se réclamait plus ou moins d'une décision philosophique. Il conviendrait à ce propos de relever tout simplement les titres de certains chapitres. J'ai fait ce relevé. Chapitre 2, la mathématique avancée dans les traités de philosophie mathématique. Chapitre 3, vers une philosophie synthétique des mathématiques contemporaines. Chapitre 5, mathématiques éidales. Chapitre 6, mathématiques polyétales. Chapitre 7, mathématiques archéales. Chapitre 8, fragments d'ontologie transitoire. Chapitre 9, épistémologie comparative et faisceautisation. Chapitre 10, phénoménologie de la créativité mathématique. Chapitre 11, mathématiques et circulation culturelle. Or, la sortie de RTHK transforme complètement la topologie établie jusque-là, allant jusqu'à contester littéralement le bien fondé par approfondissement et creusement parallèle de certains éléments. Je ne commenterai ici qu'un seul aspect de cette poursuite et de ce déplacement du programme zalaméen. Je m'en tiendrai aux commentaires du tableau que Fernando établit pour décrire sa nouvelle topologie, qui a été repris en particulier tout à l'heure. Une topologie que je qualifierais sans hésitation de surrationaliste au sens bachelardien. Et j'y ajouterai quelques commentaires plus épars. Dans ce tableau, il s'agit de fixer ce qui s'est transformé depuis le dispositif mis en place dans la synthétique philosophie. À la dialectique encore ternaire d'une philosophie synthétique, enrichie, et qui fait face à une philosophie analytique, toujours plus appauvrie, fait place désormais non plus cette simple dialectique ternaire, mais plus exactement un 3+1, à savoir une surdialectique quaternaire. Fernando présente en effet son dispositif comme constitué par 4 modèles. Premier modèle, phénoménologie, faisceau. Deuxième modèle, histoire, cric. Troisième modèle, métaphysique, topos. Et quatrième modèle, culture, Riemann. On a effectivement ce qu'avait déjà expliqué tout à l'heure dans son exposé, le H qui est en espagnol pour faisceau, etc. Ce sont en fait 4 niveaux successivement intégratifs. Le modèle histoire vient dynamiser la phénoménologie. Il s'agit là du registre dynamique du phénomène qui se positionne au-dessus du développement intuitionnisme ou du rétrécissement modalité du temps. Les ramifications du modèle de Cripe se définissent encore comme une linéarité non désirée du temps. HK intègre H. Au niveau métaphysique, le modèle THK intègre les forces fondamentales de la pensée mathématique, historicité et déraisonnable efficacité, multiplicité phénoménologique, unité métaphysique et lutte contre toute forme de réductionnisme dogmatique. Le quatrième niveau, RTHK, indique que la culture transforme l'indiscernabilité en démultiplication de perspectives. Cette multiplicité des perspectives par un point de ramification devrait être la base du modèle RTHK.
Ce modèle est le point culminant d'une ascension qui fait successivement transition par l'histoire, la phénoménologie, puis la métaphysique. Il est évidemment très intéressant de rapprocher cette dialectique de ce qui est le cœur même de la théorie de la relativité einsteinienne. L'idée de relativité se résume en une recherche de points de vue équivalents. Einstein lui-même, d'ailleurs, se proposa de rebaptiser sa relativitätsthéorie en Standpunktlehre, ou théorie du point de vue. On pourrait d'ailleurs raccorder cette perspective à l'œuvre d'Alexandre Grothendieck. Ce nouveau dispositif conserve un rythme apparemment ternaire en passant des questions philosophiques propres à une philosophie analytique de la logique mathématique aux questions philosophiques d'un criticisme mathématique inédit. Le tout via les questions philosophiques propres à une philosophie synthétique des mathématiques. Cette ternarité suit des procédures spécifiques que sont successivement la décomposition, philosophie analytique, la composition, philosophie synthétique, et la médiation, criticisme mathématique, opérant au niveau d'une philosophie des mathématiques réelles. Les opérations duales sont alors respectivement fondation et déduction, philosophie analytique, structure, abduction, philosophie synthétique, critique, induction, criticisme mathématique. Il est ici à noter au niveau RCHK certaines solidarités confraternelles ou co-rationnelles et surrationalistes. Par exemple, sous le chiaroscuro galloisien peuvent se lire les avant-postes de l'obscur de Gilles Châtelet. Bien encore, l'opérateur induction n'est pas sans rappeler l'induction relativiste et mathématique bachelardienne. Ce qui implique, de la part de Fernando, d'intégrer une part du raisonnement philosophique au cœur même de ce criticisme mathématique. Ce qui supposerait que le dépassement ou l'Aufhebung de la philosophie synthétique devrait être conçu comme une intériorisation, invagination mathématique au sein du mathematical criticism. C'est ici encore le lieu de certaines généalogies et de profondes affinités, James Burney, Shaw, Maximilien Winter, Albert Lotman ou Gilles Châtelet. Sur Châtelet, je renvoie au classique. Il aura fallu tout le travail massif et les détours particulièrement profonds et complexes de Fernando pour exhumer l'ensemble et la connexité de ces diverses affinités. Il faut sur ce point également rappeler cette finalité apparemment paradoxale du dernier opus. Éradiquer toute philosophie afin d'ouvrir de nouvelles voies au criticisme mathématique. Ceci n'apparaît comme paradoxal que si l'on s'en tient au stade de la philosophie synthétique non encore relevée, aufgehoben, par la pensée nouvelle et surrationnelle. C'est ne pas compter avec une philosophie du non comme non-philosophie, non-aristotélisme, non-cartésianisme, non-kantisme et jusqu'au non-bachelardisme auquel se référera Bachelard lui-même. Une autre caractéristique de ce panorama inédit touche aux trois déclinaisons mathématiques suivantes, la méthode, Russell, l'objet, Peirce, et le processus, Whitehead. Encore une précision sur ce que devra déployer le criticisme mathématique comme passage à un stade spéculatif complètement inédit répondant à trois questions. 1. Comment la pensée mathématique se construit? Description des processus. 2. Comment ces constructions sont enchevêtrées dans les champs idéaux de possibilia? Critique. Troisièmement, comment ces enchevêtrements sont en contraste avec le monde réel? L'induction. On peut encore noter ici un rythme ternaire. Last but not least, en ce qui concerne l'évolution de cette immense et ambitieuse entreprise zalaméenne, le recollement et l'intégration du monde de l'art, des lettres et de la musique en tant que procédure de création. Monet, Melville et Malheur viennent signer ce protocole RTHK. C'est ici un nouveau déploiement de ce qui refermait la philosophie synthétique, une extension intégrale du chapitre différentiel qui était consacré à mathématiques et circulation culturelle, ce que Fernando dénomme ici application. Turner, Hugo, Liszt, Melville, Malheur, Monet y sont les porte-flambeaux. Cette mobilité inhérente à la pensée de Fernando Zalamea, et nul ne peut en douter, l'un des plus hauts points de force de son entreprise créatrice. Notre tradition française ne peut que s'identifier ici comme partie prenante d'un programme théorique admirable. Le travail titanesque de Fernando, complémenté par celui d'une armée d'amis colombiens,
comme Juan José Bozero, Andrés Villavechez, Xavier Caicedo, Javier de Lorenzo et bien d'autres, fait de lui un passeur de culture entre la Colombie et la France. C'est là une sorte toute nouvelle de surculturalisme qui va bien au-delà du simple biculturalisme. La tradition française, qu'elle soit mathématique et ou philosophique, au point de soudure de ces deux procédures de pensée, peut désormais compter sur les forces vives de cette grande école colombienne. Or, cette solidarité fraternelle ne s'arrête pas là. Il n'est qu'à citer l'Italie, avec les travaux de Mario Castellan, Fabrizio Palombi, Giovanni Maddalena et bien d'autres encore, ou l'Espagne, avec ceux de José Ferreros et de bien d'autres, deux pays, il est vrai, d'origine latine, pour comprendre l'étendue transgenre et transculturelle de cet immense chantier créateur ouvert par le mathématicien philosophe de Beaubessard. Pour finir, je voudrais vous montrer un manuscrit de la première page manuscrite de la lettre inédite de Grothendieck à son oncle Willem. C'est le premier écrit, je crois, qu'on connaît de lui traitant de mathématiques, alors qu'il est encore, il est autodidacte, il n'est pas encore le mathématicien qu'on connaît. Et c'est pour conclure et en hommage au travail titanesque de Fernando que je donne la parole à ce tout jeune Grothendieck, à ce qui est certainement le tout premier témoignage de son activité philosophico-mathématique, déjà projeté vers le futur, quasi incommensurable de son œuvre. Voici la partie du texte. Il serait trop hâtif de considérer les constructions mathématiques actuelles et leurs méthodes générales comme fondées sur une logique universellement contraignante et totalement intuitive. Un développement mental étendu et des études brillantes, une pénétration progressive dans l'esprit des mathématiques, en français dans le texte en allemand, sont nécessaires pour s'élever soi-même au point de vue actuel des mathématiques et maîtriser véritablement l'abstraction. Comme tu l'as vu, s'adresse à son oncle, pour les mathématiciens, ce fut un lent processus que de se frayer un chemin vers les principes fondamentaux de leurs concepts. Presque contre leur gré, ils se sont longtemps détournés du formalisme non résolu de l'algèbre classique et de l'analyse, de manière à briser leurs concepts, leurs théories et leurs résultats en leurs parties proprement élémentaires. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie. Je pense que... Martin, Mathias, tu as arrêté? Il n'est plus là. Oh, il est parti. Mathias? Mais non, je suis là, juste, je n'ai pas eu le temps d'appuyer. Bon. Oui, d'accord. Tu étais à la cuisine. Non, je ne suis pas à la cuisine, là, je suis là. Ouais. Je n'ai pas arrêté pour le moment. Est-ce qu'on ne laisse pas les discussions? D'habitude, on les laisse. J'éteins là? Si, maintenant on passe à la discussion, enfin surtout l'intervention. Je remets. Ok. Alors attends.